Ce podcast est le fruit de recherches et de discussions libres sur des sujets liés à la culture pharmaceutique. Le but est de créer la conversation et d'en apprendre plus sur des sujets que nous pouvons voir au quotidien. Le contenu de ce podcast n'est pas destiné à remplacer un avis médical d'un professionnel, un diagnostic ou un traitement. En cas de doute, consultez votre médecin ou demandez à votre pharmacien. Bonne écoute. L'Académie présente les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Découvrez avec nous les découvertes qui ont révolutionné notre monde et qui façonneront notre futur. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 5 des cahiers de vacances de l'Académie. Allez, c'est acté. Ça peut être comme ça maintenant. On se retrouve aujourd'hui encore une fois avec Romain et Chloé pour cette fois-ci écouter Chloé pour son sujet. Romain, est-ce que ça va? Toujours, ça va toujours. Un peu déstressé, le sujet est passé. Je dis des bêtises maintenant. Voilà. Et maintenant, on va mettre Chloé sur le grill pour son sujet. Chloé, c'est parti. Vas-y. Eh bien, moi, j'ai tiré le sujet sur la chimiothérapie. Alors, c'est vrai que Paul-Adrien a un petit peu empiété sur mon sujet, mais ça va. Donc là, je vais encore un petit peu vous parler de Paul Ehrlich. Donc, comme le disait Paul-Adrien, c'est un savant allemand. Il a eu le prix Nobel de médecine en 1908. Et en fait, il a largement contribué à la naissance et au développement de nombreuses disciplines biologiques telles que l'hématologie, l'immunologie, la chimiothérapie, donc le sujet sur lequel je vais vous parler, la pharmacologie et la cancérologie. Donc vraiment rien que ça. Multitâche, voilà. Et en fait, en 1909, il découvre les propriétés thérapeutiques des dérivés de l'arsenic. Donc c'est là qu'il découvre au final le traitement de la syphilis dont parlait Paul-Adrien. Donc là, c'est vraiment 606. Oui. Donc voilà, mais quel est donc ce traitement au final contre la syphilis? Donc comme tu le disais Paul-Adrien toujours, c'est l'arsphénamine, donc plus connu sous le nom de Salvarsan et aussi 606. Et donc là, il a été utilisé pendant la première moitié du XXe siècle contre la syphilis. Mais au final, ce composé, il est souvent considéré comme le premier agent chimiothérapeutique moderne. Et au final, pourquoi? Donc là, je me suis posé la question et en fait, j'ai décidé de reprendre la définition du Larousse. Au final, qu'est-ce que c'est vraiment la chimiothérapie? Donc au final, la chimiothérapie, c'est une méthode de traitement des maladies par des substances chimiques. Donc au final, c'est bien le mot substance chimique ici qui nous intéresse. Et donc au final, l'asphénamine, c'est un composé de l'arsenic et donc une substance chimique. Mais du coup, ça marche pour n'importe quel médicament, non? En tout cas, c'est la définition de chimiothérapie. Okay. Ouais. D'accord. Dans le Larousse, ouais. Ouais, mais ça marche pour n'importe quel médicament, mais c'est vrai, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Mais je pensais que c'était une catégorie à part de médicaments, mais du coup, tous les médicaments font de la chimiothérapie au final, ouais. C'est que t'as une molécule dedans qui est active sur quelque chose, quoi, ouais. Ok. Non, mais oui. Ça, à mon avis, ça doit pas concerner, par exemple, l'immunothérapie ou des choses comme ça, quoi. Genre avec les anticorps monoclonaux. Ouais, c'est autre chose. Ouais, le mécanisme d'action n'est pas le même, ouais, du coup. Ouais, c'est le mécanisme qui est pas le même. Et donc, au final, l'élément actif de l'asphénamine, il est mis au point en 1936 par Tatum et Cooper et il est lancé sur le marché sous le nom de Mafarzen. Et en fait, il a à peu près une dizaine de belles années devant lui parce qu'au final, c'est en 1945 qu'il sera remplacé par la pénicilline, mais peut-être que ça, ce sera une autre histoire à tirer au sort. Voilà. C'est bon ça. Top. Et au
au final, donc voilà, faudra une transition, le prochain épisode sur la pénicilline. Et donc là, la chimiothérapie des cancers telle qu'on la connaît, au final, voilà, parce que c'est vrai que quand on parle de chimiothérapie, ça nous fait souvent penser au cancer, forcément. Donc voilà, là, on va un petit peu remonter, toujours dans le temps, avec la Seconde Guerre mondiale. Donc là, justement, c'est la découverte de plusieurs composés susceptibles de provoquer des cassures de l'ADN. Donc là, je vous passe un petit peu les effets complexes que je ne sais maîtriser. Mais voilà, en tout cas, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les soldats américains qui subissent de plein fouet l'utilisation du gaz moutarde à l'azote par l'ennemi. Donc voilà, là c'est vrai qu'au final le gaz moutarde, donc c'est le sulfure de dichloroddiéthyle, donc c'est un composé chimique cytotoxique et dont l'odeur au final ressemble à la moutarde, d'où son nom. Et au final, les soldats exposés à ce gaz développent alors des symptômes inquiétants avec une chute anormale et notable de leurs globules blancs. Donc là, on a 2 autres personnes, donc c'est écrit, 2 pharmacologues émérites de l'université de Yale, donc émérites, Alfred Gilman et Louis Goodman. Donc ils ont eu l'idée au final d'utiliser ce gaz moutarde au final pour tenter d'endiguer la prolifération inévitable et anarchique de globules blancs inhérents à la leucémie. Donc c'est vrai qu'à l'époque, au final, on avait déjà cette notion-là de cancer, avec notamment la leucémie. Donc bon, à l'époque, ils savaient ce que c'était. Donc il y a eu des tests sur des souris qui ont été concluants, et ensuite chez l'homme, parce que oui, il fallait bien faire des tests chez les hommes. En final, ce gaz, il est injecté par voie intraveineuse et il a permis de traiter au final un patient atteint d'un lymphome en 1946. Mais malheureusement, la personne décède 2 ans plus tard parce qu'au final, il y a eu un impact important sur sa moelle osseuse. Voilà, donc là, c'est vrai que ça prouve au final, ça prouve au final les limites de la chimiothérapie par ce gaz. Donc là, c'est vrai qu'il faut encore des améliorations. Je vous rappelle quand même qu'on est encore dans les années 50, en plein pendant la guerre. C'est marrant parce que du coup, c'est vraiment une application de ce que disait ce bon vieux Paracels dans l'épisode précédent. Du coup, t'en prends trop, ça te tue direct, et t'en prends une petite dose, ça te limite. Soigne. C'est ça. Voilà. D'où le lien, avec la pharmaco. Donc là, au final, je me suis intéressée sur, j'aime bien les définitions, mais qu'est-ce que c'est vraiment la définition du mot cancer. Donc en fait, le cancer, j'ai trouvé cette définition. Le cancer n'est pas une maladie, mais un groupe de maladies qui se caractérise par la multiplication incontrôlée de cellules mutées. Donc ces mutations sont dues à l'accumulation d'erreurs dans les gènes des cellules se dupliquant. Au final, quand ces cellules elles sont regroupées entre elles, elles forment une tumeur. Et donc là, en tout cas, il faut pas s'y méprendre parce que toutes les tumeurs ne sont pas forcément cancéreuses. Donc on est toujours un peu au milieu de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu après, pardon. Donc là, on a un pathologiste qui s'appelle Sidney Farber qui a étudié les effets de l'acide folique sur les patients atteints de leucémie. Donc en petit mémo, au final, l'acide folique, elle est appelée vitamine B9 et elle joue un rôle clé dans le métabolisme de l'ADN. Elle est indispensable pour assurer certaines fonctions de notre corps et notamment la production du matériel génétique. Donc tout ça pour dire qu'au final, Farber, il a démontré une rémission chez les enfants atteints de leucémie lymphoblastique aiguë lorsqu'ils étaient traités avec des antagonistes de l'acide folique. Et au final, là, c'est grâce à lui qu'on a découvert le méthotrexate, donc qui est largement maintenant utilisé pour le traitement de certains cancers et de certaines maladies auto-immunes. Et donc, pour l'histoire du méthotrexate, je vous passe aussi les détails complexes, mais voilà, ça permet d'inhiber des enzymes en lien avec l'acide folique et donc d'éviter ce métabolisme de l'ADN. En gros. Et aujourd'hui, pour terminer, donc c'est vrai que depuis le début du XXIe siècle, on parle maintenant des thérapies ciblées, donc qui sont venues s'ajouter à la chimiothérapie et compléter l'arsenal thérapeutique des cancers. Donc c'est vrai que là, on a vraiment une multitude de chimiothérapie et de thérapies ciblées. Et aussi là, depuis une vingtaine d'années, on parle aussi d'immunothérapie. Donc t'en parlais aussi, Paul Adrien.
Donc là, c'est autre chose encore, c'est une stratégie thérapeutique contre le cancer qui consiste à utiliser les défenses naturelles du patient, à mobiliser son système immunitaire afin qu'il reconnaisse les cellules cancéreuses et les détruise. Donc c'est vrai que là, c'est encore une autre approche au final pour guérir. Hein. Voilà, on a vraiment la chimiothérapie versus l'immunothérapie. Mais bon, je pense qu'il y a encore pas mal de découvertes à ce sujet. Ouais, donc là, t'es arrivé sur le bout de la chimiothérapie, quoi. Ouais. Je sais pas si vous avez des questions auxquelles je pourrais peut-être y répondre. Ah, c'est intéressant parce que ouais, effectivement, quand t'avais parlé, j'étais curieux de savoir ce que t'allais mettre dans la chimiothérapie, de savoir si t'allais directement parler sur la découverte, enfin en gros sur les cancers, quoi. Mais non, du coup, t'es bien parti sur l'histoire du traitement par des molécules chimiques. Ça, c'est assez cool. Ouais. Parce que c'est vrai qu'effectivement, dans l'esprit de tout le monde, chimiothérapie égale cancer, quoi. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Ouais. D'où ma remarque de tout à l'heure. Ouais. Moi, je pensais que c'était que pour les cancers. Ok. Bon écoute, merci beaucoup pour ces recherches. Alors du coup, je sais pas si c'était facile de te plonger un peu là-dedans parce que c'est vrai que c'est assez spécifique. Écoute, je me dis c'était relativement un exercice facile. Hein. On verra les autres sujets après. Hein. Celui-ci, ça m'allait. J'ai essayé d'avoir une chute à l'histoire surtout, mais bon là, voilà, hein. Immunothérapie, avoir un mode de vie sain, bien manger, faire du sport, c'est essentiel. Mais bon, je me suis dit c'est peut-être pas l'objet du podcast. Non, là, c'est la dose qui fait le poison, donc on peut prendre des tours. Ouais, de toute façon, c'est ça. En petite quantité. Enfin ouais, c'est vrai que par rapport à l'immunothérapie, effectivement, la chimiothérapie, ça va avoir un impact sur l'ensemble du corps, tandis que l'immunothérapie, ça va être vraiment très ciblé sur là où tu vas aller, quoi. Donc ça va avoir beaucoup moins d'effets secondaires et c'est ça qu'on disait par exemple avec la pharmacologie, hein, c'est-à-dire qu'au plus tu tapes sur plein de trucs, au plus d'effets secondaires ça va avoir, quoi. Donc taper sur la réplication cellulaire, t'en as un paquet d'effets secondaires. Mais forcément, ouais. Yes. Voilà. Bon écoutez, merci beaucoup de nous écouter. J'espère que vous avez appris quelque chose et si jamais on a dit des conneries, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci beaucoup. À bientôt pour un prochain épisode. Salut. C'était les grandes découvertes de l'industrie pharmaceutique. Au revoir.